Le sampling en français, ça veut dire échantillon, donc c'est un échantillonnage d'un bout de musique, ou pas d'ailleurs. Ça peut être utilisé par un ingénieur du son, comme il le faisait dès l'époque, avec des bandes magnétiques, pour récupérer ce qu'on appelait un drop, c'est-à-dire un son qui manquait à un moment du morceau. On allait chercher un autre moment du même morceau, là où ça sonnait bien, et on le dupliquait à un autre endroit. Donc ça, c'est déjà du sampling à la base, et après, le sampling, c'est la technique qu'on utilise beaucoup dans le rap pour créer nos instrumentales, c'est-à-dire enregistrer le bout d'un disque, déjà existant pour créer notre musique à nous. Alors le sampling, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser une œuvre préexistante, a priori un enregistrement préexistant, pour l'incorporer dans une œuvre nouvelle. Pour moi, ça serait redonner un second souffle au disque dans le temps, tu vois, des années 60, même 50 ou 40, on va dire. On y donne une autre âme, on y donne une autre atmosphère, on y donne une deuxième vie, ouais. C'est limite magique, on peut recréer un univers totalement différent du morceau original, où on peut amener tout de suite une atmosphère qui est beaucoup plus dure à recréer avec des compositeurs. Avec des musiciens aussi, c'est beaucoup plus difficile à faire. DJ new-yorkais, pendant les block parties, qui utilisaient des platines, deux platines avec deux breaks qu'on appelle, c'est-à-dire deux bouts de musique, ça peut être du jazz ou de la soul, qu'on envoyait du coup, qu'on répétait à droite et à gauche et ainsi de suite, histoire d'avoir au moins 5 minutes de musique par exemple pour que le MC puisse s'exprimer par-dessus. Au début, ils n'avaient pas grand corps, les mecs, ça scandait au micro, ils n'avaient pas forcément de machine, ça faisait... Si, il y a eu la MPC qui est sortie dans les années 80, hein, sans ça, je ne sais pas si on en serait où on en est aujourd'hui. Il faut un travail d'acharnement au niveau de la connaissance, quoi. On ne peut pas aller dans un pays chercher des disques qu'on ne connaît pas, sinon on va y passer 3 ans avant de connaître, comme faisait Dynasty dans les années 70. Il est parti... un an non-stop, il s'est mis à côté de la radio, puis il a enregistré la radio pour juste avoir les titres. Et une fois qu'il avait enregistré sa cassette, il a réécouté, il notait les titres, et puis après partait son travail d'investigation, tu vois, vraiment de digger, de soulever des montagnes pour trouver les disques, quoi, les pépites. Le sampling permet d'utiliser des bouts enregistrés en studio avec des qualités professionnelles, des guitares, peu importe, que le rappeur n'aurait pas eu en studio, n'aurait pas eu les moyens de payer des musiciens ou l'enregistrement même. Le sampling permet d'avoir n'importe quelle orchestration sur ces morceaux. C'est un peu le pouvoir du sample. J'écoute le morceau que je vais sampler entièrement. Je l'enregistre entièrement aussi dans l'MPC, histoire de pouvoir avoir accès à tous les moments du morceau, et avec une écoute de compositeur, mais également d'ingénieur du son. Je vois les moments trop chargés en basse ou pas, les moments qui se prêtent mieux au sampling dans un morceau qu'un autre. L'orchestration du morceau. Je prends vraiment le son qui m'intéresse. Alors j'aime bien quand même jouer ma rythmique avant, et puis c'est elle qui va un peu me donner la dynamique du morceau. Écouter le disque, s'imprégner de l'atmosphère du sample, essayer de graviter autour de cette atmosphère, ou alors en redécoupant le sample, en créer une nouvelle. Habituellement dans le rap traditionnel, comme on l'appelle, surtout new-yorkais, on utilise beaucoup de soul américaine, beaucoup de jazz aussi. Et après maintenant ça c'est très ouvert, Maintenant, je pense pour moi qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle à la musique qu'on doit utiliser ou pas. Ce que j'aime le plus sampler, c'est tout ce qui est années 70, soul, enfin, début 70, fin 70, quoi. Ces 10 années-là, pour moi, elles sont magiques.
J'achète mes vinyles dans les magasins d'occasion pour pas les payer cher, parce que c'est un peu un loto, quoi. C'est comme gratter un jeu. Hein. Si on l'a pas écouté en tout cas, parce que la plupart des endroits où on achète du vinyle, on peut pas les écouter. Donc on achète un peu au hasard, donc on les achète pas cher. Ou alors on connaît, hein. On peut tomber sur un artiste qu'on connaît, on l'achète. Mais la plupart du temps, le but c'est d'acheter des trucs qu'on connaît pas. On prend un peu des risques, entre guillemets, on ramène un lot, et puis autant sur 10 vinyles, on fait de bonnes instrus, quoi. C'est un peu la magie du truc aussi. Parmi les clients, il peut y avoir des collectionneurs qui cherchent une pièce précisément. Ça peut être notamment l'original. Et du coup, ça peut aller à des prix à partir d'un deuxième zéro. Et autrement, après, il y a aussi des acharnés pour seulement un maxi, récupérer un morceau ou une mesure précisément pour l'exécuter live ou pour un enregistrement studio. L'intérêt de sampler du vinyle permet de tomber sur des morceaux qu'on ne connaît pas du tout. Des vieux pressages des années 70 qui ont été pressés à très peu d'exemplaires. C'est pour ça aussi qu'il y a des collectionneurs qui se rachètent et qui se revendent les vinyles très chers, parce que justement des fois ça a été pressé à 500 exemplaires dans les années 80, donc forcément c'est une valeur. En fouinant un peu dans les bacs, dans les marchés aux puces ou peu importe, on peut tomber sur des sons totalement inconnus et se dire waouh, la pépite. Depuis maintenant à peu près 10 ans, il y a plus de personnes qui s'intéressent au vinyle. Déjà d'une part pour l'objet plus grand, et puis aussi pour des enregistrements plus anciens, on peut avoir un son plus chaud, meilleure définition, quoi. Oui, il y a un grain évident dans le vinyle, il n'y a pas la même compression déjà à la base. Il n'est pas du tout le même son. Il y a une chaleur des basses qui est plus intéressante que sur le CD. Oui, le MP3, j'en parle même pas. Maintenant, quand on est malin, quand on a une bonne oreille, un peu d'expérience, avec une machine ou avec des logiciels, on arrive à recréer entre guillemets des grains, donc la guéguerre des grains, machine ou pas machine, peu importe. Au début on avait un balbutiement IJ, je crois que c'est IJ. Donc après ça nous a donné un petit peu les couleurs de l'ordinateur, les logiciels, commencer à tâtonner tout ça, quoi. On peut utiliser qu'un seul logiciel et une souris. Je connais des beatmakers qui font ça, qui le font très bien. Donc il n'y a pas de règles. Maintenant, pour moi, le jeu, le fait d'avoir des pads, le fait de pouvoir découper avec des boutons rotatifs, c'est beaucoup plus pratique. Je trouve ça beaucoup plus pratique et plus créatif. Donc les techniques numériques et informatiques facilitent ce type d'emprunt ou de création. Et en sollicitant l'autorisation des ayants droit, c'est-à-dire des créateurs, des producteurs et des artistes interprètes de l'œuvre d'origine, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. À l'époque, on parlait de quelques secondes pour le sample, ou quelques notes, je ne sais pas exactement. Il n'y a pas de durée minimale en deçà de laquelle on n'est pas d'autorisation demandée. Il faut toujours demander si on emprunte une œuvre à des créateurs préexistants. Enfin, pour une œuvre préexistante, il faut leur demander, bien évidemment. Hein, il faut reconnaître le travail créatif de tout un chacun, y compris de ceux qui ont créé l'œuvre originale. On chope un peu des infos à droite à gauche. Moi personnellement, j'en ai très rarement fait des instrus où le sample tourne en boucle, tu vois. Donc oui, maintenant je pense qu'au-delà de 1, 2, 3, 4 secondes, ça va être super cher, peut-être moins, à vrai dire, je sais pas vraiment. La règle que moi je me fixe, souvent, c'est de faire en sorte que le morceau original soit pas reconnu. Ou que le morceau soit vraiment totalement inconnu aussi, pareil. Qu'il soit très vieux, très inconnu. Je pense que là, dans ce cas-là, on risque quasiment rien. Bon, s'il ne s'agit pas de reproduire une mélodie préexistante, il ne peut pas y avoir de plagiat. De la même façon, si l'œuvre n'est plus reconnaissable, ça ne peut plus être du plagiat puisque c'est vraiment autre chose. Je pars pas dans l'esprit de le camoufler pour justement pas se faire choper.
Parce que moi, à la rigueur, je serais plus dans la démarche d'aller voir l'artiste qui a fait ce disque dans les années 70 et lui dire, ben voilà, je serais intéressé par sampler ton disque, est-ce que tu m'accordes l'autorisation ou pas? Et puis voilà, ça serait quand même bien mieux, ça mettrait encore en avant sa musique, on pourrait le faire tourner en boucle et marquer, je l'ai pris sur je sais pas quel artiste des années 60 qu'on n'entend plus, parce que voilà, il a fait 2 disques, tu vois. Moi, je dis c'est dommage, quoi, de ne pas pouvoir sampler pourquoi un interdit, en fait. Je verrai pas d'interdit, quoi, au sample. Le sample est reconnu, comme le scratch est reconnu aussi, comme la platine est reconnue quand même depuis le temps comme un instrument à part entière de musique. Mais oui, on est un peu ostratisé par rapport à l'industrie musicale classique, dans le fait où on ne compose pas, d'après eux, on ne compose pas nous-mêmes nos morceaux. Et après voilà, il se mêle aussi des questions de droit d'auteur, donc forcément, des fois ça peut paraître un peu compliqué. Y'en a marre du rap. Avant de sampler, on écoute. Donc on découvre beaucoup de styles musicaux, beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas à la base. Donc moi, oui, j'ai beaucoup écouté de jazz et de fado, par exemple, grâce au sampling, et aussi pas mal de musique de chansons françaises des années 70-80 aussi. Moi maintenant, je suis vraiment mélomane. Je peux dire que je suis vraiment mélomane dans l'âme, quoi. J'aime toutes les musiques. C'est bon, on est bon? On peut y aller? Au temple du sample, l'échantillon se fait prince du roi vinyle. Et ne nie pas de lui devoir, mais comme tous, il cherche à s'émanciper, se faire interprétation de ses pairs par un son en boucle qu'il associe à un beat. Il donne une corde de plus à l'arc nommé musique. Certains diront que c'est que des zigzags sans sens, juste bon à se perdre dans câbles et machines qui, à leurs yeux, ne peuvent remplacer cymbales et mandolines. À cela, je leur réponds sans cligner d'un cil. À quoi bon jouer seul quand on peut être mille?